Pour cette conférence qui porte sur la Terre vue d'en haut. Alors on sait qu'avec la liberté de s'élever, il ne peut y avoir que des éloges flatteurs du dépassement. C'est ce que nous allons voir pendant cette intervention d'une heure avec Étienne Klein, qui nous fait l'amitié de revenir cette année pendant ses vacances à Chamonix. Et il est l'auteur d'un très bel ouvrage cette année écrit avec Thomas Pesquet, Éloge du dépassement. Et puis, nous avons la présence de Christian Jacquier, qui est le président du syndicat des guides de Haute-Bretagne et qui va animer cette soirée avec François Marcini, qui est professeur à l'INSA. Et là, je vais rejoindre la cabine technique parce qu'il y a peut-être une surprise avant de commencer la séance. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va évoquer un concept riche et complexe qui est le dépassement. Et pour cela, donc, comme vient de dire Michel, nous avons deux intervenants, un alpiniste et une analyste de très haut niveau, François Marcini, qui a été pendant 10 ans le responsable du secteur alpinisme, du département alpinisme de l'ENSA, et qui l'a profondément transformé, je dois dire, en 10 ans. Et évidemment, Étienne Klein, qu'on ne plaisante plus, scientifique, physicien, voilà, philosophe, mais aussi alpiniste. Et habitant intermittent à Chamonix. Donc, comme je disais, le dépassement, c'est un concept central, aussi bien en matière de recherche scientifique, et c'est ça qui est intéressant, que dans la culture alpinistique. Donc, deux domaines très différents, mais qui partagent cette dynamique de dépassement. Mais peut-on vraiment parle-t-on de la même chose de chaque côté? Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes? Donc, on va demander à Étienne de commencer par la partie, sa vision du point de vue de la science, en particulier de la physique. Est-ce que la science et la physique ont toujours progressé par des dépassements successifs? Est-ce que le dépassement est essentiel en matière de recherche pour repousser les limites de la compréhension du réel? Okay. Merci Christian, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce débat et à ce salon du livre auquel je suis appliqué depuis quelques années. Alors l'alpinisme, c'est pas la même chose que la physique. La physique, c'est pas la même chose que le fait d'être astronaute, comme Thomas Pesquet, mais il y a quand même un point commun qui vient de ce que ce sont trois façons différentes d'aller se faire voir ailleurs. Voilà. Et de découvrir là des choses qu'on ne peut pas découvrir en restant sur place. Et c'est essentiellement ce qu'a compris Galilée au XVIIe siècle, l'inventeur de la physique moderne. Il a compris que le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire là, on est sur Terre, on n'est pas dans le vide, on est dans un champ de gravitation particulier. Et ce qu'a compris Galilée, c'est que le monde dans lequel on vit nous trompe, c'est-à-dire nous empêche de découvrir les lois physiques. Parce que dans notre monde, les lois physiques sont enrobées de phénomènes physiques qui les contredisent. Par exemple, dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce qu'on voit. Et donc, il semble évident de dire qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, ce que dit Aristote. Mais c'est faux. Ce que comprend Galilée, c'est que c'est faux. Tous les corps tombent à la même vitesse. Et si on ne les voit pas tomber à la même vitesse, c'est parce qu'on n'est pas dans le vide.
Donc le fait de ne pas être dans le vide nous empêche de voir les lois physiques. De même, en vélo, quand on cesse de pédaler, on voit que le vélo, on constate que le vélo finit par s'arrêter. On en déduit, comme Aristote, que pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une force. Et Galilée démontre que c'est faux. Si on pédale en vélo, ça n'est pas du tout pour faire avancer le vélo, c'est pour lutter contre les forces qui l'empêchent d'avancer. Et si ces forces n'existaient pas, on n'aurait pas besoin de pédaler. Voilà, et donc il l'a compris, ça non pas en regardant, en faisant des observations, parce que les observations empêchent de comprendre. Et donc pour comprendre, il faut aller se faire voir ailleurs, en posant des questions contrefactuelles du type « Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide ?» On n'est pas dans le vide, donc on ne peut pas le savoir en regardant. Il faut faire des hypothèses, réfléchir, fabriquer des concepts. Et une fois qu'on a fait tout cela, on revient dans le monde pour faire des expériences qui vont tester les idées qu'on a eues en allant se faire voir ailleurs. Comme le dit Bachelard, il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. Il faut que l'imagination vienne nourrir la pensée, y compris avec des idées fausses, mais qui permettent de fabriquer des concepts qu'on peut ensuite vérifier par l'expérience. Donc l'expérience, c'est le contraire de l'observation. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez à toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée, quand on réfléchit vraiment à ce qu'elles disent, ce qu'elles impliquent, est toujours quelque chose qui semble fou, si on prend au sérieux. Ça correspond à des situations qu'on n'a jamais vécues directement. Le principe d'inertie de Galilée, un corps qui n'est soumis à aucune force, avance en ligne droite à vitesse constante. Mais on n'a jamais vu ça. Le principe de relativité de Galilée, qui dit le mouvement est comme rien. Ah bon? Quand on est en mouvement, tout se passe comme si on n'était pas en mouvement? Alors pourquoi, quand on est en mouvement, on sent qu'on est en mouvement? Je suis venu en train à Chamonix, là, et il y avait un contrôle des billets. Et il y a un monsieur qui n'avait pas de billet, donc le contrôleur, il a sorti la machine pour encaisser l'amende. Et le gars qui n'avait pas le billet a dit, monsieur le contrôleur, en classe de seconde, j'ai appris le principe d'inertie, qui dit que le mouvement est comme rien. Et depuis, je refuse de payer mes billets de train. Bon, c'est l'histoire vraie. Et comme les contrôleurs, ils sont formés à cet argument, celui qui était là a répondu au monsieur, mais monsieur, vous ne citez que la première moitié de la phrase de Galilée. Le mouvement est comme rien, et la seconde moitié, c'est et le mouvement, et l'immobilité est un mouvement partagé. Je suis immobile par rapport à vous, donc payé. Voilà. Vous voyez, toutes les phrases qui résument les principes de la physique classique contredisent l'observation. Ça veut dire qu'on ne les a trouvées que par un dépassement du contexte dans lequel on se trouve. Et si vous faites un vol parabolique, ou ce qu'on appelle un vol 0G, ou si vous montez dans l'ISS, comme a fait Thomas Pesquet pendant 2 fois 6 mois, les lois physiques découvertes par Galilée, qui sont cachées dans le monde ordinaire, vous les voyez sous vos yeux. Autrement dit, si Aristote avait pu voyager dans l'ISS, la physique aurait gagné 2000 ans. Le principe d'égalité de l'action et des réactions, on le voit. Si un astronaute en apesanteur donne une pichenette à un autre astronaute, ils partent tous les deux dans des directions opposées, ce qui n'est pas ce qu'on voit sur Terre. Le principe de relativité, on le voit. Le principe d'équivalence. Tous les corps ont la même trajectoire dans un champ de gravitation. On l'a sous les yeux. Autrement dit, aller dans l'ISS, c'est aller se faire voir ailleurs comme Galilée, sauf que Galilée l'a fait par l'esprit, Thomas Pesquet l'a fait avec son corps. Et ensuite, on peut prolonger, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça, c'est la physique classique, celle qui commence avec Galilée, qui se prolonge avec Newton, Boltzmann, Maxwell et quelques autres.
Et puis au XXe siècle, il y a deux grandes ruptures. La première, c'est la relativité d'Einstein, qui nous est masquée, qu'on ne voit pas dans notre monde, non pas parce que l'observation ne suffit pas, mais à cause de notre lenteur. Quand on se déplace dans l'espace, que ce soit en train, en voiture, en avion, même dans l'ISS, on le fait à des vitesses qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Donc les effets de relativité nous sont cachés dans notre monde par notre lenteur de déplacement. Par exemple, on avait rendez-vous aujourd'hui à 16 heures. Le rendez-vous a été pris il y a plusieurs semaines. Pendant cette période, on a tous voyagé en train, en avion, en voiture, et on était tous à l'heure. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le temps est universel, il est même pour tout le monde, et on en déduit de surcroît qu'il est absolu, au sens où il ne dépend pas des déplacements qu'on effectue dans l'espace. Voilà ce que nous indique la vie quotidienne. Ce que montre Einstein, c'est que c'est complètement faux, et qu'on est trompé par le fait qu'on ne va pas vite. Troisième révolution, la physique quantique. Alors là, c'est un dépassement encore plus radical. La physique quantique qui naît il y a exactement un siècle, l'équation de Schrödinger a été publiée en 1926, il y a exactement un siècle. Nouvelle physique, nouvelle loi, complètement absurde par rapport aux lois qui semblent prévaloir dans notre monde. Et pourquoi est-ce que la physique quantique nous est cachée dans notre monde? Parce que tout simplement, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Nos yeux ne voient que quelques fréquences de lumière visible. On ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les rayons gamma, on ne voit pas les électrons, on ne voit pas les atomes, on ne voit pas le boson de Higgs, on ne voit pas les phénomènes radioactifs, on ne voit pas les trous noirs. En fait, on n'y voit rien. Mais des gens ont été capables, à partir d'équations, de deviner à l'avance l'existence d'objets physiques qui nous sont cachés et qu'on a pu découvrir grâce à des détecteurs, des instruments de mesure sophistiqués, qui prolongent dans le domaine de l'invisible ce que nos sens sont incapables de voir. Et les vraies choses qui existent, la matière dans l'état fondamental, élémentaire, les atomes, les électrons, les quarks, sont des choses qui sont plus réelles que beaucoup de choses qui sont apparentes à notre échelle, mais qui sont parfaitement invisibles. Mais les mathématiques, dans cette affaire, ont permis un dépassement des limites de nos sens, parce qu'elles ont agi comme un treuil ontologique. Prenez les équations d'Einstein, ou même les équations qui sont sur mon t-shirt, les équations du modèle standard de la physique des particules. À partir de ces équations, on a pu prédire l'existence d'objets qu'on n'avait jamais vus, comme par exemple le boson de Higgs, qui a été prédit grâce à ces équations en 1964, et qu'on a détecté en 2012, pour la première fois, tout près d'ici, au CERN à Genève. Évidemment, le boson de Higgs, on est sûr qu'il existe. On a calculé à l'avance ses propriétés qui ont été confirmées par les mesures. C'est quelque chose qui existe vraiment, mais qui échappe complètement à notre intuition, à nos représentations ordinaires, etc. Et ça n'empêche pas qu'il existe. Et donc, pour résumer, la physique, c'est un dépassement des conditions particulières de l'endroit où nous nous trouvons. Et finalement, on pourrait raconter toute l'histoire de la physique depuis Galilée en racontant, en choisissant différentes situations, ce qui se passerait si on était ailleurs. Dans le vide, à cheval sur un rayon lumineux, au bord d'un trou noir. Voilà, on est capable de dire ce qui se passerait si on y était, tout en sachant bien qu'on est incapable d'y aller. Vous faites des drôles de tête, messieurs. Merci Étienne pour cette introduction. Je crois qu'on a 3 teasers maintenant à passer qui viennent de Thomas Pesquet. Donc on va les passer maintenant.
Ce qui est lié à Étienne, c'est... Je pense qu'on a un peu les mêmes convictions. C'était marrant parce que l'idée de ce livre, elle est venue aussi de la rencontre où on se rend compte qu'on parle des mêmes choses dans des univers qui n'ont rien à voir. Lui, dans l'univers des particules, qu'on peut pas toucher parce qu'il est trop petit, trop infime. Moi, dans l'univers de l'espace, on peut pas toucher parce qu'il est trop grand, trop loin. Et pourtant, c'est exactement la même démarche. On est tous les deux des Européens fervents et convaincus. On croit tous les deux en la science. On a tous les deux envie de raconter ça et de partager ça parce qu'on est convaincus que la science, dans sa tour d'ivoire, au final, c'est pas si utile que ça et qu'il faut embarquer les gens avec nous. Et donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ça dans un livre. Donc je pense que c'est ça qui nous unit. Et puis, Étienne, il a fait la sélection d'astronautes, mais il n'a pas été pris. Il aime me le rappeler, mais je pense qu'il n'était pas loin. C'est un homme exceptionnel. Je connais pas d'autres personnes qui lui ressemblent. C'est une sorte de singularité cosmique qui est arrivée sur Terre. Non, je pense qu'on a fait preuve, enfin, on s'est découvert une certaine complicité, oui. Alors qu'on a en effet des trajectoires qui, si Flammarion n'avait pas été là, n'aurait sans doute pas permis qu'on se rencontre un jour. Ce qui est lié à Étienne, c'est... Je pense qu'on a un peu les mêmes convictions. C'était marrant parce que l'idée de ce livre, elle est venue aussi de la rencontre où on se rend compte qu'on parle des mêmes choses dans des univers qui n'ont rien à voir. L'univers des particules, on ne peut pas toucher parce qu'il est trop petit, trop infime. Moi, dans l'univers de l'espace, on ne peut pas toucher parce qu'il est trop grand, trop loin. Pourtant, c'est exactement la même démarche. On est tous les deux des Européens fervents et convaincus. On croit tous les deux en la science. On a tous les deux envie de raconter ça et de partager ça parce qu'on est convaincus que la science, dans sa tour d'ivoire, au final, c'est pas si utile que ça et qu'il faut embarquer les gens avec nous. Et donc, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ça dans un livre. Donc, je pense que c'est ça qui nous unit. Et puis, Étienne, il a fait la sélection d'astronautes, mais il n'a pas été pris. Il aime me le rappeler. Je pense qu'il n'était pas loin. Merci. Voilà. Explorer l'univers, c'est super important. Pourquoi pour prendre du recul vers la Terre, c'est surtout pour ça que nous, on va dans l'espace et on interroge un petit peu notre place dans l'univers, comment on est arrivé là, qu'est-ce qui a créé la vie. On ne sait pas tout ça, c'est plein de grands mystères. On a tendance évidemment, dans la vie de tous les jours, à pas tellement se poser ces questions-là, mais elles sont importantes, elles sont fondamentales. C'est pour ça qu'on va sur Mars, c'est pour essayer de prédire peut-être le futur de la planète Terre. Est-ce qu'on peut abîmer notre planète suffisamment pour perdre son atmosphère, pour en faire un endroit inhabitable. On va sur la Lune pour lire l'histoire géologique des premiers millions d'années de la Terre qui sont effacées ici sur Terre par la tectonique des plaques et ce genre de choses. Donc vraiment, c'est cette espèce d'effet miroir, cette espèce d'effet de recul qui nous permet de comprendre des choses sur nous-mêmes. On n'a pas envie de connaître les planètes juste pour connaître les planètes. On a envie de les connaître parce que ça nous renseigne sur nous, sur notre place dans l'univers. L'univers, on connaît beaucoup de choses, mais il y a des tas de choses qui sont encore complètement inconnues, qu'on comprend mal dans l'univers primordial, dans la formation des étoiles. Et puis, en allant dans l'espace, on voit la Terre autrement, on peut l'observer, notamment son atmosphère. Et donc, aller dans l'espace, c'est mieux comprendre comment la Terre évolue, fonctionne, s'est formée, etc. Donc, je vois pas comment on pourrait décréter qu'il y a une limite à la connaissance qu'on devrait fixer sans avoir tout essayé. Merci. Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent d'éloge du dépassement, c'est peut-être un peu d'optimisme, pas un optimisme naïf et un peu béat. Encore une fois, il n'y a pas de coup de baguette magique qui va faire que tout va aller bien. C'est pas comme ça que ça marche. C'est l'effort d'énormément de gens au quotidien qui font que demain tout va aller mieux. Mais il faut croire à cet effort quotidien. Il faut croire au fait que sur le temps long, on arrive à faire monter les courbes, les droits des femmes, l'espérance de vie. Toutes ces choses-là augmentent quand même depuis les années 50, depuis le début du siècle, depuis il y a 2 siècles, 3 siècles, 1000 ans. On est quand même sur une trajectoire qui est assez positive, même si évidemment il y a des accidents dans la courbe qui sont des tragédies, ça on ne le nie pas. Mais globalement, sur le temps long, sur les dizaines, les centaines d'années, on va dans la bonne direction, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait parce qu'il y a des gens, des organisations entières, aux Nations Unies ou ailleurs, des ONG qui travaillent tous les jours très très fort pour ça. Et c'est important de continuer. Moi, je parle beaucoup de ces gens-là ou pour ces gens-là, parce que vraiment, eux se dépassent aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on continue à les aider, qu'on continue à aller dans cette direction-là, parce que l'avenir du monde en dépend. Peut-être pas qu'il revienne quelque chose, mais qu'aussitôt la lecture terminée, ils se jettent hors de leur canapé.
pour aller dehors, pour aller, je sais pas, courir, escalader, frapper à la porte du voisin, enfin bref, sorte. Donc vous l'avez compris, il faut absolument lire rapidement ce livre, Éloge du dépassement. Je vous recommande aussi celui-là, un autre livre d'Étienne, il en a tellement, mais celui-là est particulièrement intéressant pour les alpinistes. Psychisme ascensionnel, il parle aussi de sa relation et de la relation des physiciens avec la montagne, qui finalement est très importante. On note aussi l'existence de l'école de physique d'été, qui est vraiment l'école de physique qui est la référence mondiale en matière de recherche en physique et qui est quand même située dans la vallée de Chamonix, aux Ouches, depuis des années. Merci Étienne pour cette première partie sur la recherche et la physique. François, le dépassement est aussi au cœur de l'alpinisme, évidemment. Peut-être même, c'est sa motivation profonde. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le dépassement, oui, moi, j'étais pas spécialement destiné à devenir alpiniste. Je suis issu de la banlieue parisienne, donc voilà. Je me suis dépassé quand j'ai découvert que j'avais un corps qui fonctionnait et qui pouvait se mettre en mouvement. Parce que j'étais plus jeune, gamin, je détestais le sport, donc j'ai découvert la montagne, j'avais 10 ans. Donc, avec mon frère, on a fait un premier sommet qui s'appelle la Dandoche, pour ceux qui connaissent, dans le Chablais. Il faut un visa pour y aller, mais c'était une très belle région. Et en fait, ce qui m'a attiré vers les montagnes, c'est la lumière. Donc, cette lumière qui m'a vraiment tapé dans l'œil, je dirais, puisqu'on avait assisté au lever de soleil sur les Alpes à l'époque. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé où je suis maintenant, c'est-à-dire que je suis devenu guide en même temps que je devenais architecte, et j'ai vite compris qu'il fallait que je sois dehors, donc pour me dépasser justement, et accompagner des clients en montagne pour leur permettre de se dépasser également, mais sans aller trop loin, parce que un client peut très vite avoir les mêmes, vivre des sensations extraordinaires en montagne à travers les courses que vous pouvez lui faire réaliser, mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin pour éviter qu'il se mette dans des situations trop dramatiques. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué à me dépasser puisque j'ai formé, pendant 17 saisons, j'ai été formateur à l'École nationale de ski et d'alpinisme, donc j'ai formé à raison d'une 50aine de stagiaires par an, vous voyez ce que ça donne. Et à la suite de ça, après avoir fait de nombreuses sorties en montagne, et notamment j'ai beaucoup pratiqué l'alpinisme en solitaire, j'ai repris le poste de responsable du département alpinisme, où là je me suis vraiment senti dépassé, avant de commencer à maîtriser un peu la chose, parce que je me suis retrouvé dans des conditions finalement en situation de management d'une équipe de guides, de formateurs guides, donc foncièrement indépendants. Et je me suis retrouvé, quand on est en situation de management, on est au sommet de la pyramide. Et là, je me retrouvais des sensations, mais sans la même prise de risque que quand je faisais de la montagne en solitaire. J'ai retrouvé des sensations d'alpinisme en solitaire. J'étais seul à prendre des décisions, mais j'avais pas le risque de tomber. Donc voilà. Alors le dépassement en alpinisme, dès qu'on met comme disait tout à l'heure Étienne, sortez. Dès qu'on met le pied dehors, de toute façon, on va mettre un pied devant l'autre et on va se dépasser. Et on va aller plus loin qu'on était au départ. Donc, mais je ne peux pas faire abstraction de la notion d'engagement également.
en alpinisme, on s'engage. On s'engage, on essaye de faire en sorte de... Donc on est confronté à des dangers, et on prend des risques, et on essaye de faire en sorte de maîtriser ces risques, et de faire, comme dit, j'ai un collègue qui dit ça, de tout mettre en œuvre pour rentrer vivant. Donc rentrer vivant, rentrer content. Et cet engagement, finalement, c'est ce qui donne peut-être du sel à l'activité. Pourquoi? Parce qu'on met quelque part, on met sa vie entre parenthèses par rapport à la vie quotidienne. Et on va chercher, comme je le disais tout à l'heure, on va chercher la lumière. Moi, c'est toujours ça qui m'a passionné. Je vous l'ai dit, j'ai eu une formation d'architecte. Et en fait, ce qui m'a attiré, j'ai ouvert de nombreuses voies dans le massif, ce qui m'a attiré, c'est par le regard, la beauté des lignes qu'on pouvait gravir. J'ai notamment, pour ceux qui connaissent un peu, il y a une ligne qui est restée très actuelle, une voie qui est restée très actuelle. C'est la voie Divine Providence au Mont Blanc qui régulièrement revient dans l'actualité. C'est une voie qu'on avait eu la chance d'ouvrir avec mon ami Patrick Gabarou à l'époque. J'étais gamin, hein, j'avais 24 ans. Et pourquoi Divine Providence? C'est parce qu'on a vécu une aventure un peu particulière. On s'est retrouvé accroché à un seul point, un relais, parce que les deux autres points avaient sauté, suite à un pendule de Patrick. Donc on est resté, et là, on aurait pu vraiment aller au-delà de nous-mêmes, nous dépasser encore plus, et terminer finalement tous les deux en bas de la paroi. En fait, on a eu de la chance. Donc, c'est un facteur aussi qui n'est pas négligeable en alpinisme. Mais dans la vie en général, hein, je dirais. Voilà ce que je peux dire. Donc, la beauté des lignes, pour finir, ça m'a attiré par le regard. Donc, tout commence, le dépassement, pour moi, il commence d'abord par le regard. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi d'un autre concept qui est lié, qui est le renoncement? Est-ce que on pourrait dire que le renoncement est aussi une forme de dépassement? Et comment est-ce que tu l'enseignes? Pourquoi est-ce que tu l'enseignes à l'ENSI? Alors oui, dans un fascicule qu'on avait écrit sur la gestion du risque à destination de nos stagiaires, j'avais fait émettre que le renoncement était une compétence professionnelle. J'avais écrit que le renoncement était une compétence professionnelle en tant que guide. Et en fait, effectivement, il faut toujours avoir l'idée, lorsqu'on part en montagne, moi je pars tout le temps avec l'idée que je vais renoncer. Et c'est justement en dépassant cette idée de renoncement que j'arrive à progresser. Mais pourquoi garder cette idée de renoncement présente à l'esprit? C'est pour éviter ce qu'on pourrait appeler d'avoir la destinationnité aiguë, c'est-à-dire de vouloir absolument aller vers le sommet ou de réaliser le projet que l'on s'est fixé. Parce qu'il faut prendre en compte les différentes conditions que l'on rencontre. Alors en tant que guide, il y a les conditions de la montagne, il y a ses propres conditions, mais il y a aussi les conditions du client que l'on emmène, ou des clients que l'on emmène. Et ça, il faut être attentif. L'histoire du regard est importante aussi à ce moment-là. C'est savoir regarder les signes, et les signaux faibles. Et les signaux faibles, on les voit à la fois sur le terrain comme sur le visage du client. Et après, il faut être aussi lucide par rapport à soi-même. Donc, c'est essentiel. La notion de renoncement, pour moi, elle est essentielle. C'est quelque chose qui, en fait, c'est ce que je réfléchissais à ça il y a quelque temps, et je me disais, j'ai toujours renoncé, en fait.
ma vie n'est qu'un gigantesque renoncement. Mais oui, c'est tous les choix que je n'ai pas faits qui m'ont entraîné là où je suis. On voit que le dépassement, c'est donc une bonne école pour aller vers la lucidité et pas forcément la témérité. C'est aussi, je pense, une bonne école pour apprendre à mieux se connaître soi-même et aussi à bien connaître les réalités de la montagne et des projets qu'on a. Mais vu ce qui se passe en ce moment avec la crise climatique, cette montagne, elle est en train de changer à la vitesse grand V. En quoi est-ce que ça impacte justement cette pratique du déplacement? Alors là, c'est un sujet pour moi enfin, pour nous les alpinistes et on va dire les guides, le réchauffement climatique, c'est une réelle expérience, je dirais presque kinesthésique. On le sent dans nos jambes, chaque saison. Il n'y a qu'à voir l'état des moraines pour ceux qui connaissent un peu la vallée blanche, enfin la mer de glace. Quand il m'est arrivé de monter au refuge du couvercle en 2 heures à l'époque quand j'avais la forme. Bah maintenant, pour mettre 2 heures, il faut vraiment courir tout le long. Parce qu'on a des moraines qui sont devenues beaucoup plus difficiles à franchir, beaucoup plus hautes. La mer de glace ayant perdu plus de 100 mètres d'épaisseur, le terrain est devenu beaucoup plus chaotique. Donc l'impact du bouleversement climatique que l'on vit actuellement, n'en déplaise à certains climato-sceptiques, puisque c'est, paraît-il, pour certains une histoire de cycle, néanmoins, il est redoutable sur nos montagnes. Nos montagnes, alors ça a été, je ne sais plus le titre du salon, là, mais montagnes vivantes, alors qu'elles sont en train de mourir. Le massif du Mont Blanc, en tout cas, cette année, pour ceux qui connaissent, la niche des Drues a disparu. La niche des Drues, qui était l'œil de glaciaire que l'on voyait dans la face nord des Drues, elle a disparu. La face nord des droites, je la connais un petit peu, je l'ai fait 14 fois la face nord, donc je connais un peu le coin. Elle est quasiment en rocher. Alors pour les cristalliers, c'est génial. Pour les alpinistes et les glaciéristes, c'est beaucoup plus complexe. Et personnellement, moi, c'est une douleur que je ressens en regardant une tristesse que je ressens en regardant le massif comme il se délite actuellement. Et en fait, on a tendance à prêter des traits anthropomorphiques à la montagne, hein, on la personnalise beaucoup. Quand on la fréquente, on la personnalise forcément. Et on la sent, moi je la sens souffrir, cette montagne. Et de fait, actuellement, je refuse d'aller dans le massif du Mont Blanc à cause des effondrements réguliers et constants qu'il y a et des chutes de pierre qu'il y a avec les différentes canicules qu'on a vécues depuis le mois de mai. Donc c'est sûr que là, je me dépasse puisque je vais en Valais. Parce que alors il y a un renoncement massif du Mont Blanc et dépassement puisque je passe la frontière. Alors Étienne, on va te demander de prendre ta casquette d'alpiniste et de nous dire en tant qu'alpiniste amateur, qu'est-ce que ça représente le dépassement en montagne pour toi? Bon, ça m'intimide de parler devant vous deux, là, qui êtes des professionnels. Moi, je suis un amateur, je n'ai fait de l'alpinisme concordé avec un guide, Bruno Martin, François Milano et quelques autres. Donc, j'ai une expérience longue, mais modeste. Simplement, sur la vague, moi, je viens à Chamonix depuis très longtemps, et ce que dit François est tout à fait net. Par exemple, hier, il y avait une présentation d'un livre rassemblant les toiles de Gabriel Lopé, un peintre
du 19e siècle, qui a peint les glaciers tels qu'il les a vus à l'époque. Et quand on grimpe aux mêmes endroits, on voit que là où lui voyait des glaciers, on voit de la moraine, etc. Et la vitesse avec laquelle ce changement se produit est incompatible avec l'idée de cycle qui serait d'origine astronomique. Bon. Donc c'est clairement lié à l'activité humaine. Maintenant, le dépassement, par définition, c'est impossible de se dépasser. On ne peut pas aller au-delà de ses limites. Si on va au-delà de ses limites, c'est que nos limites ne sont pas des limites. Par contre, on ne sait pas où elles sont. Donc on peut se dépasser au sens où on dépasse les limites qu'on croyait être les siennes. Autrement dit, on peut explorer, grâce à des situations plus ou moins difficiles, des modes de vie, des modes d'expression de soi qui sont décalés de ceux de la vie quotidienne. Voilà. Et c'est ça que j'aime dans l'alpinisme. On va se faire voir ailleurs pour découvrir qu'on y existe encore, et peut-être même plus, que quand on reste dans sa couche de masse. Et puis surtout, l'alpinisme, c'est pas qu'une affaire de corps. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu depuis que j'ai commencé, c'est la démonstration qu'il existe, ce que moi j'appelle un esprit du corps. L'esprit du corps, c'est ce qui vous permet de faire des choses que votre corps ne peut pas faire. Vous découvrez que votre corps est capable de choses qu'a priori, vous considériez comme impossibles. Il y a un très beau texte de Spinoza que vous connaissez, dans l'Éthique, où il dit « Qu'est-ce que peut le corps ?» Et Spinoza, contre Descartes, répond « On n'en sait rien. Personne ne sait ce que peut un corps, parce que personne ne connaît le couplage entre le corps et l'esprit, que nous on appellerait le mental aujourd'hui. » Et ce texte, il a été commenté par Deleuze, le philosophe, qui dit « Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » Voilà. C'est ce que tu peux toi. Et toi, c'est pas que ton corps, c'est le corps plus ce que j'ai appelé l'esprit du corps. Et l'alpinisme, pour moi, c'était... Parce que moi, je suis pas un sportif non plus. Non, mais je veux dire, j'aime pas les sports avec des lignes blanches, des arbitres, des règles, des médecins à disposition. Là, au tennis, dès qu'ils ont un petit bobo, il y a un soignant qui arrive. Moi, j'ai rien contre, hein. Mais je suis contre le fait de le pratiquer. C'est mon renoncement à moi. J'ai renoncé au tennis. J'aime bien les trucs où il y a un peu d'engagement au sens où on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et donc, en ce qui me concerne, les courses que j'ai faites, très nombreuses, ça s'est toujours bien passé. Sauf une fois ou deux où j'ai dû, en effet, aller au-delà de ce que je croyais être mes possibilités, parce que les circonstances l'exigeaient, notamment à cause du changement que tu as évoqué, les chutes de pierre dans les Grandes Jorasses. J'étais pas préparé à ça, un orage d'une violence apocalyptique sur l'arête des Jorasses, avec des explosions qui ressemblent à de vrais bombardements. Il faut quand même être sacrément confiant pour ne pas avoir peur. C'est une sorte de peur ventrale que j'avais jamais connue, puisque l'alpinisme bon enfant que j'avais pratiqué provoque de temps en temps un petit coup de stress, mais les peurs prolongées qui durent pendant des journées, en fait, enfin, 3 nuits et 2 jours, je n'avais jamais connu. Et après, j'ai découvert, grâce à mes amis neurologues, une propriété du cerveau qui est très utile, qui est que la zone du cerveau qui gère la peur est la même que celle qui gère la douleur. Et donc, quand je m'étais cassé une côte, j'avais très mal, mais comme j'avais très peur, j'avais moins mal. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand vous faites un truc dangereux, il faut d'abord se faire mal. Quel parallèle tu ferais entre ce concept de renoncement en recherche scientifique et en montagne? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? D'abord, quand François parle du renoncement, il parle de courses très engagées. Mais il y a d'autres activités en montagne où le renoncement, il ne faut pas le solliciter trop vite. Par exemple, l'ultra-trail. Dans l'ultra-trail,
si vous êtes toujours prêt à abandonner, il y a toujours un moment où vous allez abandonner. Donc, moi, je dirais que c'est l'inverse. Il faut se préparer mentalement à ne pas renoncer. Voilà. Et d'ailleurs, quand on le fait et qu'on abandonne, parce qu'on n'en peut plus, on a un mouvement de réaction un peu rapide, on arrache le dossard, on n'en peut plus. On est donc retiré de la course, on fait une petite sieste, et une demi-heure après, on est tout gaillard, et on dit mais pourquoi j'ai abandonné, je suis encore en forme. Et donc là, c'est un peu l'inverse, parce qu'il n'y a pas de danger. Donc, la question du danger n'étant pas posée, il ne faut pas se laisser aller à l'idée, par exemple, trompeuse, que si on est fatigué et si on continue l'effort qui nous fatigue, on sera plus fatigué. C'est pas vrai. On peut être fatigué, puis cesser de l'être en pratiquant le même effort. Bizarrement, une sorte d'expérience de la résurrection. Non, on peut ressusciter dans l'effort, ça m'est arrivé. Et donc moi, je dirais le contraire. Il faut apprendre à ne pas renoncer en se préparant mentalement à ce que l'idée de l'abandon n'apparaisse jamais. Sinon, c'est sûr qu'on ne termine pas. Maintenant, la physique, la question que tu poses, Christian, elle se pose en ce moment dans un débat public qui a lieu autour de Chamonix, autour de Genève, autour d'une machine qui s'appelle le FCC, qui est un collisionneur de particules qui serait construit par le CERN, le laboratoire de Genève où on a découvert le boson de Higgs, grâce à une machine qui s'appelle le LHC, qui fait 27 km de circonférence, qui est construite dans un tunnel. Et là, l'idée, c'est de faire un autre tunnel de 92 km, qui va passer en partie sous le lac Léman, qui va tangenter la chaîne des Aravis, qui va descendre quasiment jusqu'à Annecy, et qui va remonter à Genève. Et si la décision de le faire est prise en 2028, la machine sera opérationnelle en 2050, en électrons et positrons pour la première phase, et en protons pour la deuxième phase à partir de 2070. Et donc c'est pas pour tout de suite. Mais si on le veut, il faut le dessiner maintenant. Et on voit dans le débat public que c'est la question, est-ce qu'on doit continuer la physique des particules? Comment savoir ce que sera la lipidos qui a dit de la société en 2080? Est-ce que la question de savoir si le boson de Higgs a des partenaires chargés, que cette machine pourrait résoudre, va continuer à exciter les imaginaires? Ou est-ce qu'on dit finalement on en sait assez, basta, de toute façon on ne comprend rien à ce qu'on sait, et donc on laisse tomber, quoi. Et puis, que sera notre vie scientifique, nos priorités, nos modes de vie, quand la température moyenne aura augmenté de 3 degrés? Voilà. Et donc, exactement le même type de question. Jusqu'où on doit aller pour augmenter nos connaissances? Et on entend des voix s'exprimer dans ces débats publics qu'on n'entendait pas du tout au moment où était discutée la construction du LHC, la machine actuelle, dans les années 90. Moi, je me souviens, à l'époque, il y avait un enthousiasme. Ah, une machine pour découvrir le boson de Higgs. C'est passionnant, on va comprendre l'origine de la masse des particules. Il y avait une sorte d'excitation culturelle presque philosophique. Comprendre l'origine de la masse. Et j'observe, avec une certaine tristesse, comme le recul des glaciers, que cette excitation a, semble-t-il, non pas complètement disparu, mais ne suscite pas du tout la même forme d'enthousiasme. Donc je ne sais pas ce que sera l'issue du débat, hein. Je ne sais pas non plus ce que décideront les États européens qui ont finalement décidé. Mais j'observe que le rapport à la connaissance a subi en quelques décennies une mutation assez forte. Encore une petite question. Est-ce que le dépassement, c'est un processus purement individuel ou est-ce que c'est quelque chose de collectif? L'histoire du CERN, quand même, c'est un dépassement collectif. C'est quand même une institution européenne qui a été créée en 1954 grâce à des physiciens dont les pays s'étaient fait la guerre. Disons plus tôt. L'idée a germé un peu plus tôt en 1949 à un colloque à Genève. C'est Louis de Broglie qui a eu l'idée. L'idée, c'est qu'on va prendre des physiciens allemands, français, anglais, italiens, qui s'étaient fait la guerre juste avant, pour faire de la physique. Quand même incroyable. Donc c'est une sorte d'esprit de cordée, si vous voulez,
à grande échelle, sachant qu'aucun pays tout seul ne peut construire des instruments de cette taille avec les moyens qui viendraient de la contribution d'une seule nation. Et donc, l'esprit de cordée, oui, ça. Même si, en fait, le terme qu'on utilise, c'est la coopétition. Il y a la compétition, mais il y a la coopération. Et le mélange de coopération et de compétition, ça fait la coopétition, qui est quelque chose d'assez beau à voir. Enfin, moi, j'ai passé quelques années au CERN, et c'est quand même un lieu magnifique où vous voyez des gens qui parlent des langues différentes, qui ont fabriqué une langue un peu spéciale qui s'appelle le cernois, dans lequel il y a des mots qu'on dit en anglais, des mots qu'on dit en allemand. Bon, c'est quelque chose d'assez beau. Et moi, ça me rendrait très triste si le CERN devait arrêter son activité au motif qu'on a décidé collectivement de renoncer à cette physique. Et puis, le rapport avec la montagne, c'est l'esprit de cordée qui fait qu'on est dans une sorte d'intrication quantique dans la cordée. Hein. Même si les rôles ne sont pas du tout symétriques. Hein. Le guide, il a des compétences, il a des connaissances, il a une formation qui n'est pas celle du client. Mais on est quand même responsable un peu de l'autre. Et selon les situations, la cordée se dissymétrise. Dans les situations critiques, le guide fait le guide. Moi, en tout cas, je ne pose pas de questions. Je ne me mens pas au VAR. Je fais ce qu'on me demande de faire. Parce que mon visage n'exprime non pas des signaux faibles, mais des signaux forts. Ah. Dans toute l'histoire de la connaissance, la progression de la connaissance scientifique, quelles sont les grandes étapes où il y a eu des dépassements et que tu penses qu'on peut retenir? Déjà, moi je pense que collectivement, on est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler un rabattement sur le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, on ne voit plus les étoiles. On ne voit plus la Voie lactée. Hein, il y a un article dans Nature il n'y a pas longtemps qui, après une longue enquête internationale, estime qu'il y a à peu près 85% des humains aujourd'hui vivants qui n'ont jamais vu la Voie lactée. Ils l'ont vu en photo, mais ils n'ont pas vu directement. Or, vous prenez un grec de l'Antiquité, Platon ou un autre, il voyait la Voie lactée un soir sur deux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour la psyché humaine de ne plus voir la Voie lactée? Il y a un rabattement sur le monde terrestre dont je parlais tout à l'heure. On ne voit plus l'univers. Et les questions qui portent sur l'univers nous intéressent beaucoup moins qu'avant. Quand Einstein prédit la courbure de la lumière par l'effet de la gravitation, c'est vérifié en 1919 à l'occasion d'une éclipse de soleil, comme celle qui va avoir lieu dans quelques jours. Elle était totale dans l'hémisphère sud. Il y a des gens qui sont allés mesurer la variation de la position des étoiles fixes pendant l'éclipse pour vérifier qu'elle n'est pas la même quand le soleil est sur la trajectoire des rayons que quand le soleil n'y est pas. Ça fait la une des journaux dans le monde entier. Ça a suscité une espèce d'enthousiasme, surtout après la Première Guerre mondiale, donc, qui avait montré que la civilisation peut rejoindre la barbarie. Là, on avait un signal qui dit, tiens, sur l'espace, le temps, la lumière, la matière, il y a de nouvelles choses qui se passent, qui vont peut-être augurer d'un futur complètement différent du passé, qui était si mortifère. Moi, il se trouve que j'ai été malade il y a quelque temps, et j'étais chez moi, et j'ai fait un truc que je fais jamais. J'ai regardé les chaînes d'infos continues. Pas tout le temps, hein, parce qu'il faut quand même préserver sa vie psychique, mais... Et d'abord, j'étais halluciné de voir qu'on ne parle que du monde. On parle que des faits divers sur Terre. Et les faits divers, ils sont présentés comme n'ayant pas d'objectivité. On ne les raconte pas, vraiment. On aligne 6 commentateurs, qui chacun va dire ce qu'il pense du fait divers. Comme si le fait divers n'avait pas d'objectivité. Comme si tout était affaire de subjectivité, chacun y a son petit mot à dire. Et on parle que du monde. On est dans ce processus de rabattement. On est dans le monde a des soucis, il y a des crises, des urgences. Le reste peut attendre. Et c'est un sujet qu'on a discuté avec Thomas Pesquet. Et on voit bien que tous les projets à long terme, comme le FCC que j'ai évoqué, ou bien les missions spatiales à long terme, sont relativisés dans les priorités au motif qu'il y a des urgences.
Mais en quoi le fait de se projeter loin dans le futur, y compris dans des situations où la société sera, sans qu'on puisse dire comment elle sera, en quoi le fait de renoncer à tracer un axe du temps fait qu'on gère mieux les urgences? Plus le vide, plus le futur est laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique, et plus il est angoissant. Et donc si on ne trace pas des projets à long terme dans un monde qui par ailleurs est incertain, on va créer une anxiété qui est déjà mesurable dans les jeunes générations, qui est beaucoup plus que l'éco-anxiété dont on parle. Le climat, ça c'est l'éco. Mais moi, pour discuter beaucoup avec des étudiants, y compris des étudiants privilégiés, ingénieurs, il y a chez eux une angoisse très profonde qui vient du fait que, contrairement à ma génération, la vôtre, la nôtre, le futur n'est pas configuré. Voilà, le futur n'est pas dessiné. On ne dit pas comment sera 2060, 2070, 2100. Alors que notre génération a été abreuvée dans les années 70, 80 d'images de l'an 2000. L'an 2000, il était configuré à l'avance. De sorte que chacun pouvait tracer un chemin individuel entre le présent où nous étions et le futur qui nous était présenté au sens de pile de notre présent à l'avance. C'est un confort psychique incroyable. Et les jeunes générations n'ont pas ce confort. Et je pense que si on réhabilite des projets à long terme, c'est pas la solution. Je ne dis pas les urgences climatiques, énergétiques, biodiversité évidemment. Mais il faut aussi penser à la suite de l'histoire. Est-ce que tu prépares un prochain livre? Alors, il y a un livre que j'ai écrit avec François Lamilano qui s'appelle L'esprit de cordée à l'épreuve des Grands Joras. On a fait la traversée dans des conditions... et on s'est amusé à raconter chacun ce qu'on a vécu dans sa tête en étant encordé et sans lire ce que l'autre a écrit. C'est-à-dire, on vit les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes vies intérieures. Et donc on a écrit chacun comme on a vécu chaque étape de cette course qui a duré très longtemps, on écrit au présent. Et après coup seulement, moi j'ai lu ce qu'il écrivait, et on s'est en lisant d'ailleurs les deux parties, les deux voix intérieures, on s'aperçoit que on n'a pas eu peur du tout aux mêmes endroits. Et on n'a pas du coup, en fait on n'a pas vécu les mêmes choses, mais ça n'a pas du tout entamé l'esprit de cordée. Donc c'est quelque chose d'assez beau à voir, l'esprit de cordée. C'est dommage qu'il ne soit dit aussi manifeste que là-haut, quoi. Ça serait bien qu'il descende aussi dans la vallée, dans les plaines, etc. Et sinon, j'écris à Chamonix là, un livre qui s'appelle Bibliothèque neuronale, qui raconte, c'est un livre sur les livres, sur des livres qui ont changé l'histoire de la physique, et d'autres livres qui m'ont changé moi, dont la lecture m'a influencé. Voilà, donc j'écris ça en ce moment et ça se passe bien. Il va sortir quand? Il sortira très exactement, cher Christian, quand il sera fini. Est-ce que vous avez des questions pour participer? Alors, moi, c'est pas une question, c'est un très bel exemple de dépassement des possibilités de son corps avec Stephen Hawking. Stephen Hawking, diagnostiqué avec la maladie de Charcot, il devait vivre seulement pendant 2 ans et qui a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans, si je ne me trompe pas. Non, mais même les Jeux paralympiques, je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux paralympiques de Paris, par exemple, que moi j'ai beaucoup plus regardé que les Jeux olympiques des valides. Les Jeux paralympiques, c'est absolument fascinant de voir des sportifs handicapés faire des trucs que les gens valides ne peuvent pas faire. Par exemple, alors déjà le fait de connaître la physique, ça peut aider à faire du sport. Oui, vous souvenez, je parle aux vieux là, Dick Fosbury, Jeux olympiques de Mexico, saut en hauteur. Le type, il est mauvais. Il a été sélectionné limite. Parce qu'en saut ventral, il n'est pas bon. Mais il a fait de la physique. Et il sait
que le centre de gravité d'un corps peut passer sous le corps. Donc il comprend que si il se retourne et qu'il saute en montrant le dos à la barre, et s'il se replie bien, le centre de gravité de son corps va passer sous la barre et son corps va passer au-dessus de la barre. Comme l'impulsion, c'est ce qui détermine la hauteur à laquelle monte le centre de gravité, il va pouvoir sauter une barre en passant son corps sous la barre, enfin son centre de gravité sous la barre. C'est une forme de déplacement rusé. Et il utilise la physique pour dépasser, et il a été champion olympique. Et moi j'avais vu ça, je me souviens, j'avais 10 ans, et il n'a pas été classé, il a été déclassé au motif qu'il n'avait pas respecté le règlement. Puis ils ont vérifié, et le règlement dit qu'il faut un pied d'appel, ce qu'il avait fait. Il a été champion olympique. Et quand vous regardez les Jeux paralympiques, vous voyez des sportifs qui font des choses hallucinantes, notamment à Paris, on a vu un sauteur en hauteur unijambiste, qui était coupé très haut, la jambe coupée au niveau de la hanche. Il est sous la barre, avec ses deux béquilles. La barre est à 1,78 m. Il ne prend pas d'élan. Il regarde la barre avec vraiment un regard de haine. Il pousse ses béquilles d'un geste rageur. Et en Fosbury, sur une jambe, il saute 1,78 m. Combien il y a de bipèdes comme nous qui sont capables de sauter 1,78 m sans prendre d'élan? Autrement dit, vous avez des gens qui sont handicapés et qui font mieux que les valides. Ils font des choses que les valides ne pourraient pas faire. Notamment tirer à l'arc sans bras. En mettant l'arc dans les deux orteils, et puis l'autre pied qui tire la corde, et la flèche va dans le mille. Bon, voilà, donc ça c'est quoi la question sinon? Oui, monsieur. Ah oui, mais Hawking, il y a un truc marrant, c'est que Hawking, il a perdu la voix complètement, et on lui a donné un logiciel en 1980. Il y avait des mots qui défilaient sur un écran, il pouvait taper sur les mots qu'il voulait retenir, et ensuite un synthétiseur vocal faisait entendre les mots qu'il avait sélectionnés avec une voix artificielle. Et un peu plus tard, on lui a dit, mais cette voix artificielle est très métallique, et les progrès qu'on a faits permettent d'avoir une voix plus humaine. Et on lui a fait entendre plusieurs voix en lui disant, choisis ta voix de synthèse. Et il a refusé, en disant, cette voix m'a sauvé, c'est ma voix. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, il a parlé avec cette voix artificielle, et même à la fin, il sélectionnait les mots avec un clignement d'œil, parce qu'il n'avait plus la mobilité des doigts. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voix, Étienne? Alors là, j'ai une tumeur. Alors moi, c'est l'inverse de Hawking. Moi, j'ai perdu la voix à cause d'une tumeur sur le nerf récurrent. Donc j'ai qu'une corde qui marche. Et j'ai rééduqué ma voix. Et il m'a fallu 30 ans pour accepter de dire c'est ma voix. Mais j'ai adapté, c'est parce que j'ai adapté mon caractère à ma voix. Je m'énerve jamais. Parce que je ne peux pas m'énerver. Si je m'énerve, je vais dans les aigus et ma voix me lâche. Donc je suis un être doux. Michel, on a dépassé le temps ou ça va? Hein? Bon, alors encore une question, si quelqu'un a une question. Tiens. Ah. Merci pour ces interventions très intéressantes. J'avais une observation sur la comparaison entre le LHC et le FCC. La motivation du LHC étant qu'on allait peut-être découvrir l'origine de la masse. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui manque en présentant le FCC? On n'a pas un message physique pour le grand public et du coup c'est plus difficile aussi de se projeter des messages. Et la deuxième observation, c'était votre point de vue différent sur le renoncement. Je trouve ça très, très intéressant. C'est vrai que j'aurais aimé, ça pouvait durer encore plus longtemps, ce serait passionnant. Et je suis assez en faveur de ce que disait François sur il faut savoir renoncer
Mais surtout parce qu'on a besoin de faire des resets parfois, de repartir à zéro. Renoncer n'est pas forcément ne pas finir en fait. C'est-à-dire on peut renoncer mais encore finir en se remettant dans une situation nouvelle, différente. Alors, je réponds sur la FCC, un petit peu sur le lancement, puis peut-être tu vas compléter. Sur la FCC, en effet, au début, on avait une théorie pour voir ce qui se passe à haute énergie, qui est la théorie des supercordes. Mais elle est en mauvaise santé. Ces prédictions ne sont pas du tout vérifiées par le LHC. Donc le FCC, c'est une machine d'exploration. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire à l'avance ce qu'on va voir. Et c'est pour ça qu'on veut voir. C'est une machine de découverte. Et normalement, ça devrait être la vraie diffusion de la recherche. Une recherche qui sait à l'avance ce qu'elle va trouver, c'est plus de la vérification que de la recherche. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est encore en appétit de nouvelles découvertes qui éventuellement nous surprennent? La fonction de cette machine étant de faire le ménage entre les différentes théories qui essaient d'unifier la mécanique quantique et la gravitation. C'est ça le grand défi théorique. Et pour sélectionner la bonne théorie parmi tous les candidats possibles, il faut des données. Et donc le FCC, c'est une machine à produire des données qui sont nécessaires pour continuer à faire de la physique sans que ça devienne une compétition de conjectures mathématiques. Les physiciens, ils ont le souci du réel. Contrairement aux mathématiciens qui peuvent faire des théories très belles mais fausses. Et là, il faut vérifier laquelle des hypothèses est la plus en phase avec le réel. Et on voit dans les débats, il y a des gens qui nous disent mais c'est de la recherche fondamentale, donc ça sert à rien. D'autres qui disent vous allez peut-être trouver des choses qui vont produire des développements technologiques négatifs. Donc on ne sait plus très bien si on doit promettre que ça va servir ou si au contraire on doit promettre qu'il n'y aura aucune retombée. Il faudrait quand même savoir, mais c'est forme d'aventure. On ne peut pas tracer une feuille de route parce qu'il s'agit d'explorer. Ensuite, sur le renoncement, je pense qu'avec François, on est d'accord, la question est où est-ce qu'on met le seuil de renoncement? Si on met trop bas, on ne fait rien. C'est-à-dire si on a une idée du risque qui est tellement omniprésente que tout devient danger potentiel et tout devient prétexte à renoncement, ben, on ne va même pas au Mont Blanc. Les premiers qui sont allés au Mont Blanc, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils sont allés. Et donc c'est pour moi une question de seuil, de rapport qu'on a avec le risque. Et si vous regardez par exemple ce qui a été écrit dans les journaux après le premier gros accident de chemin de fer en France, qui était le 4 mai 1842, sur la ligne entre Paris et Versailles, le train a déraillé à Meudon. Il y a eu 55 morts, des centaines de blessés. Et dans la presse, il y a eu toutes sortes d'articles qui ont dit mais finalement, le train ne va pas plus vite que le cheval. Ça crée des drames comme à Meudon. Il faut arrêter. Et puis petit à petit, la tonalité des articles a changé. Les gens ont dit la civilisation a besoin de soldats. Et le drame de Meudon va nous donner des leçons pédagogiques grâce auxquelles le drame de Meudon deviendra impossible. On va apprendre de l'accident. Et celui qui a clos le débat sur cet accident, c'est Lamartine, qui était député à la Chambre, qui a pris la parole le 11 mai 1842. Il y a un long discours que vous pouvez lire sur le drame de Meudon. Et il conclut en disant « Plaignons-les », il parle des victimes, « Plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons ». Autrement dit, c'est pas un accident qui va nous obliger à renoncer. Il y a une pédagogie de l'accident. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce truc, puisque le risque n'est plus considéré comme le prix à payer pour avancer. Le risque est considéré comme le symptôme d'un dérèglement généralisé. Et donc cette inversion du rapport au risque me semble un peu trop forte. Et il faudrait en partie réhabiliter de façon prudente la notion de risque. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci.
Merci François, merci Étienne, et merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup.